Alors, on a Forvia qui fait moins 20% aujourd'hui. Je vous rappelle, Forvia n'est pas une entreprise extraordinaire. C'est un équipementier automobile et très souvent, c'est très rare de trouver une entreprise extraordinaire. Je sais, je suis au niveau, dans ce segment-là précisément. Donc, il faut faire attention ici. Et dans ce segment d'activité, rappelez-vous également que si les clients finaux souffrent, nous allons souffrir également. Et c'est un type d'entreprise. Et généralement, euh, moins il y a d'opérateurs, moins il y a de concurrence sur nos segments d'activité, mieux c'est. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de consolidation dans ce secteur-là. Donc, on peut également mentionner que euh, c'est une entreprise qui ne doit pas être endettée, de préférence, pas de dette du tout. OK? Alors, en date d'aujourd'hui, vous savez que le marché automobile, de manière générale, est au ralenti, sauf peut-être le marché chinois, mais c'est un marché qui est au ralenti. Donc, il n'est pas étonnant d'avoir des résultats moroses, on va le dire, sur du Forvia. Alors, je vais commenter cet article de Zone Bourse, un site que je recommande d'ailleurs. Je n'ai pas de lien d'affiliation sur Zone Bourse, d'accord? Donc, si je le recommande, c'est parce que je sais pas que je l'utilise beaucoup, mais j'ai eu tendance à l'utiliser quelque temps et je sais qu'il est bon. D'accord. Très souvent également, parfois quand je recherche des informations financières sur les compagnies françaises, je peux passer dessus parce que c'est très bien ajusté à ce niveau-ci. On peut avoir certaines erreurs ici avec Coifin, mais ça ne va pas changer grand-chose parce que, grosso modo, on va avoir tendance à se déporter au niveau à lire les rapports financiers après pour ajuster tout cela. Mais c'est la même chose même si vous avez un site comme Zone Bourse également en termes d'abonnement. Bref. Donc, on dit ici que pas de dividendes, horizon morose, Forvia coule en bourse. Alors, l'équipementier automobile français Forvia a déclaré vendredi qu'il prévoyait pour 2025 des ventes proches de celles de l'année précédente en raison de la baisse persistante de la demande automobile en Europe et en Amérique du Nord. L'entreprise anticipe un recul des ventes sur ces deux marchés, mais table sur une croissance en Amérique du Sud et en Chine. Pourquoi ? C'est la question que moi je me pose. Afin de compenser le ralentissement des ventes de ses clients occidentaux comme Ford, Stellantis et Volkswagen, Forvia cherche à renforcer ses partenariats avec les constructeurs automobiles chinois. Et je cite, nous avons une présence très diversifiée en Chine et assez diversifiée aujourd'hui en termes de clients. Nous sommes le 5e équipementier automobile en Chine. Alors, sur une compagnie comme Forvia, ne vous limitez pas à ce qui vous dit « Oh, nous avons une clientèle diversifiée ». Qui sont nos principaux clients? C'est très important. Si on dépend énormément à 30% de Stellantis, c'est trop. Bah déjà, quand c'est à 10%, c'est déjà même beaucoup parce que le client en question aura un pouvoir de négociation. Ils ont toujours un pouvoir de négociation sur ces compagnies-là. Parce qu'il n'y en a pas énormément. C'est pas comme si je pouvais, si je ne vends pas à Stellantis, je vais aller vendre à Ford. Non. Et parfois également, de quoi que ça dépend de ce qu'ils fabriquent précisément ici. Parce que parfois, il y a des ententes sur une gamme, sur des modèles complets ici. Ça peut durer plusieurs années si le modèle a du succès. Bref, c'est très particulier comme secteur d'activité. Mais ça reste un secteur d'activité cyclique. Et très souvent, c'est un secteur qui est intéressant quand tout va mal. Oui. Quand tout va mal, comme présentement. Quand ça va mal, c'est à ce moment-là qu'il faut s'y intéresser. Ce genre de secteur est dangereux quand vous remarquez qu'il y a des PER très très bas et que le prix de l'action augmente. Ça, c'est quand tout va bien. Quand tout va bien, ce n'est pas intéressant. C'est la même chose avec le secteur pétrolier. Bref, les cycliques, faites attention aux PER bas et prêtez attention quand les PER sont très élevés. Quand c'est la fin du monde. C'est à ce moment-là qu'on fait les bonnes affaires. OK? Et c'est vraiment un secteur d'activité à capital intensif. Enfin, quand on parle de Forvia, etc. Et c'est un secteur, voilà, vous pouvez vous adosser sur les actifs tangibles nets ici pour avoir une marge de sécurité supplémentaire. Voilà. Donc, on continue ici. Donc, Forvia indique prévoir un chiffre d'affaires compris entre 26 et 27 milliards ici, donc en 2025 contre 26,97 en 2024. Les prévisions pour 2025 sont jugées prudentes selon l'analyse de Odo BHF, alors que les résultats 2024 ont été mitigés. Les perspectives de l'entreprise reposent sur une production automobile mondiale de 89,5 millions de véhicules en 2025 et prennent en compte les droits de douane américains déjà appliqués. Donc, c'est déjà ajusté aux droits de douane. Donc, alors,
Vous voyez qu'on me parle de revenus ici, est-ce qu'on me parle de bénéfices? Est-ce qu'on me parle de free cash flow? Je m'en fous des revenus de manière générale. C'est pas que c'est pas important, mais je préfère, moi en tant qu'actionnaire, ce sont les free cash flow qui m'intéressent. Le revenu pour une compagnie qui est mature ici, me parler juste de revenus, c'est pas une information pertinente. OK? C'est un business mature. Donc, on n'a plus rien à découvrir ici. Donc, ici, essentiellement, les marges sont déjà optimales, etc. Bref, si on ne réduit, si on ne restructure pas, avec ce genre de choses, avec ce genre d'entreprise, on n'est jamais à l'abri de restructuration de manière générale. Donc, quand ça commence à aller mal, on va restructurer, on va réduire les coûts, etc. Donc, et on peut pas rogner les coûts jusqu'à l'os ici. Donc, faites également attention. Donc, si on regarde bien, c'est un business qui souffre en date d'aujourd'hui. Le niveau d'endettement, c'est ce qui va m'intéresser. La dette nette de cette compagnie, nous avons combien? Dette nette sur EBITDA. Non, ça c'est où est-ce que je cherche la dette nette du point de vue volume? Où est-ce que j'ai cette information-là? Dette nette. Endettement net. En date d'aujourd'hui, nous avons 6,386 millions. Enfin, ça c'était pour 2024. Les prévisions ici, on s'attend à 5,565 et 5,200 en 2026. Donc, on s'attend à une réduction de la dette nette. Et je compare la dette nette ici au free cash flow de la compagnie. Je dirais même les bénéfices nets, parce que ces bénéfices nets, vu que c'est un business à capital intensif, on a tendance à être... on a tendance à égaliser avec à peu près, c'est généralement à peu près la même chose. Alors, si je me limite ici au free cash flow, nous pouvons à peu près repayer la dette ici en plus de 10 ans. C'est trop. OK? Je dirais même que sur les cycliques, 10 ans, même, il ne faudrait même faudrait même pas dépasser les 5 à 7 ans avec les free cash flow. Il faut être encore plus rigoureux sur la dette sur ce genre d'entreprise. Parce que le cycle peut durer très longtemps. Le cycle baissier peut durer très longtemps. Donc, il est préférable qu'une entreprise n'ait même pas de dette. Après, la dette ne fait pas tout, hein, dans le sens où dit juste que l'entreprise est endettée, ce n'est pas tout. Il faut également regarder, est-ce qu'on a les moyens de refinancer? Donc, il faut également regarder quelle est la ligne de crédit qu'on a présentement en termes de liquidité. Si l'entreprise peut s'endetter de 6 milliards alors qu'elle doit 6 milliards et que la ligne de crédit en question a une durée peut-être de vie de 2-3 ans ici, techniquement, sur les 3 prochaines années, ça va. D'accord? Le plus important, c'est que l'entreprise ne perde pas d'argent entre-temps. Donc, quelle est tendance ici à générer ici que les cash flows opérationnels couvrent la totalité au minimum de la dépense en capital, afin qu'on ne court pas de risque ici en termes de dilution, etc., ou bien d'endettement supplémentaire. Donc, ici, vous voyez, les marges sont très peu élevées dans ce genre d'industrie. Ça ne me dérange pas plus que ça, mais c'est normal ici. OK? Mais ça veut dire également qu'il faut être très, très prudent parce qu'une période prolongée de baisse ici, ça peut être très dangereux. OK? Donc, je regarde un tout petit peu ça. Marge nette, très, très bas. ROA, ROE, leverage. OK? Donc, BNA, nombre d'actions ici, 196 millions d'actions. En termes de valorisation, qu'est-ce qui va se passer? Je peux faire ça directement ici, pas besoin de me casser la tête. Je peux faire une médiane directement Enfin, ça ne sera pas parfait, mais après, ce n'est pas plus grave que ça. On ne cherche pas la perfection. Alors, je regarde ici le BNA par action. L'estimation des analystes, faites attention. C'est un business sur lequel c'est difficile de faire des estimations. Très, très difficile. OK? Si les analystes peuvent s'attendre, ils ont tendance à ne pas avoir à faire de mauvaises prévisions sur ce genre de business. Donc, il faut faire attention aux prévisions des analystes. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la marge des bénéfices nets. Ici, où est-ce qu'elle est? On sera à peu près Je prends bénéfices nets, pas les free cash flow ici, parce que je sais que c'est un business à capital intensif. Même s'ils ont fait des acquisitions ici, donc ils ne vont pas avoir du goodwill, donc peut-être qu'on va avoir tendance ici à amortir énormément. Donc, après, ça ne dérange même pas. Prenons le free cash flow, on va voir ce que ça donne. On a 1 milliard et poussière ici. 1 milliard, pas 1 milliard, 1,5% par là. Une médiane de 1,5%, ça pourrait être correct. Entre 1 et 1,5%. Et donc, je reviens ici. Parce que là, on estime essentiellement sur cette compagnie. Forvia, c'est une entreprise qui ne devrait pas vous intéresser de manière générale. Et j'avais dit ici que premièrement, on vérifie les actifs tangibles nets et on essaye de l'acheter en dessous des actifs tangibles. Est-ce que c'est le cas?
Non, actuellement, on a moins 26 millions ici. La dette nette de point de vue volume, nous avons combien? Histoire de voir si c'est bien ajusté. Ouais, c'est pas très loin de la réalité. On est encore au mois de juin ici. Donc, on n'a pas d'actif tangible net. Mhm. Ensuite, je vais regarder les marges de bénéfices nets ici. Qu'est-ce qu'on a généralement? Ouh là. Ah non, il faut normaliser les résultats ici. Prenez la marge nette normalisée. Ça enlève à peu près les éléments extraordinaires, etc. Donc, on va voir ça. Vous allez voir qu'on aura, voilà, 1% par là. 10 dernières années, c'est combien? 1,70. C'est pas très loin de ce qu'on avait tantôt ici. Donc, je dézoome un tout petit. 20 dernières années, ça fait 1%. Si je prends les marges de free cash flow margin, dézoome un tout petit peu. Oh, on arrive à des 6%. Mais attention, je pense que les free cash flow ici, il y a des ajustements à faire. Parce que c'est 1,6 milliard. Pourtant, vous voyez ici qu'ils s'attendent à gagner du 700 millions par là en année 2027 ou 2028. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Donc, à ajuster en conséquence. Je pense que je me suis déjà fait avoir avec ce truc-là. Il faut juste faire attention, c'est tout. Donc, marge nette, ici, ça donne à peu près aux alentours de, je prends 1%. Je vais normaliser ces résultats. On s'attend à peu près à du 27 milliards. Admettons qu'il peut faire du 27 milliards en année après année, même quand tout va mal. Pas de plus de croissance que ça. 27 fois 0,01%. Ça donne à peu près 200 multiplié par 100. Non, pas par 100. 27 milliards, c'est 1000. Voilà. Ça fait 270 millions. 270 millions, bah, c'est trop bas. Après, c'est pas plus grave, j'ai pris 1%. Si j'avais pris ici 1,5%, on serait remonté ici aux alentours des 400 millions par là. OK? Donc, je vais rester à 1%. 1,5. Donc, ça donne ici 270 millions. Fois 10 fois les bénéfices. On atteint combien? 2 milliards 700. 2 milliards 700, je ne prends pas en considération la dette ici, hein, ce n'est pas plus grave que ça. Ça donne à peu près 198 millions ici en termes de dette. Enfin, je pense qu'on avait moins que ça même, disons, mais bon, c'est pas plus grave. 198 millions, ça donne à peu près aux alentours de 14 euros par là. D'accord? Ça reste une estimation, 14 euros. Et j'ai été assez conservateur ici. Parce que si l'entreprise arrive à générer 700 millions de bénéfices nets, de free cash flow, à 10 fois les bénéfices, on est à 7 milliards. C'est 3,6. C'est ce qui revient ici à dire que c'est une entreprise qui peut qui peut monter jusqu'à 35 milliards par là, 35 euros l'action. OK? Alors, le but premier ici est de se protéger, acheter un prix qui nous permet ici d'avoir une certaine marge de sécurité. Je pense que se fixer à 1%, ce n'est pas plus grave. C'est déjà assez correct. De toute façon, globalement, ce n'est pas une entreprise qui nous intéresse. Ce n'est pas une entreprise extraordinaire, mais comme je dis toujours, les cycliques, tout dépend du prix. Si vous arrivez à choper une entreprise cyclique à un prix extrêmement bas, extrêmement bas, pas avoir une connotation différente dépendamment des personnes ici, ça peut être un bon deal pour vous à long terme. OK? Donc pour moi, ici, je pense que la priorité devrait être le désendettement. Et deuxièmement, ici, voilà, quand je parle de désendettement, avoir ici une dette gérable sur les 3 à 5 prochaines années. Donc, parce que le cycle peut généralement durer très longtemps. Donc, le cycle baissier, bien sûr. Mais globalement, les activités, comme je disais tantôt aussi sur la compagnie précédente, Nexity, les business pareil ici, c'est quand tout va mal qu'il faut s'y intéresser. Croyez-moi, je ne me faites pas confiance, mais c'est quand tout va mal qu'il faut s'y intéresser. Mais ne mettez pas une grosse partie de votre portefeuille dessus. Et comme je dis toujours, ce n'est pas une entreprise qualitative. Ce n'est pas le type d'entreprise qui devrait même globalement vous intéresser. Ce genre de choses, je prends un panier d'actions, je mets tout ça à l'intérieur, je pose et je reviens voir ça dans 5 ans. Enfin, quand les nouvelles sont... On aura de meilleures nouvelles ici. Parce que pour le moment, ça va avoir tendance à secouer un tout petit peu. Bref, courage aux actionnaires de Forvia. Le fait qu'on ait réduit ou coupé ce dividende-là, c'est une très bonne nouvelle. OK? C'est pour sauver le maximum de cash possible ici pour ce genre d'entreprise. Mais comme je dis encore, c'est un business qui ne devrait même pas vous intéresser. Après, il y a toujours des têtes brûlées, donc vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec votre argent. Et je ne peux honnêtement pas dire ici que c'est une entreprise qui ne vaut pas la peine d'être regardée au prix actuel. Mais voilà, si ça vous intéresse, allez-y, regardez ça. Mais sinon,
Il y a toujours de meilleurs dossiers sur la table. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et je me réserve toujours le droit de me tromper. Je n'ai pas d'intention d'acheter du Forvia. Ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse. Mais bon, l'analyse quantitative est universelle ici et je pense que ça peut être appliqué sur n'importe quelle entreprise. Raison pour laquelle je peux parler de Forvia ici, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être intéressés par Forvia ou bien par le secteur automobile de manière générale ou bien les cycliques, le secteur automobile en particulier, le secteur, les compagnies cycliques de manière générale. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter. Okay? Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le service top premium. Vous allez retrouver ça sur le même lien. D'accord? Faites ce que vous avez à faire dessus. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.